Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Lauris Art and Books. Moi c'est Laurie, assieds-toi, prends-toi quelque chose à boire, préférablement j'imagine de froid vu les températures. Et on va passer un petit moment ensemble. Alors, comme d'habitude, je vais te faire un petit menu. Je trouve que ça avait assez bien marché dans ma dernière vidéo de te dire en avance de quoi je voulais te parler. Parce que, voilà, je note un peu les petites choses dont je veux vous parler, même quand c'est en vlog. Donc, j'ai ça sur mon téléphone. Si tu veux bien, je vais te les lire. Donc, tout d'abord, j'ai envie de te faire un petit update vite fait de ce qui s'est passé depuis la dernière fois parce que ça date. Voilà, on va parler très vite fait de plantes parce qu'on en a parlé en commentaire, mais je pense que ça prendra pas plus d'une minute littéralement vu ce que j'ai à dire sur mes plantes. Je vais te présenter quelques livres, donc un petit book haul. Je vais te faire un retour qui m'a été demandé en commentaire qui n'a rien à voir avec les livres. Je laisse un petit suspense, mais bon, je mettrai littéralement des timestamps, donc tu sauras de quoi je veux te parler si tu veux le savoir. Ensuite, petit avis lecture sur quelques-unes des lectures que j'ai en cours et que j'ai terminées. Ensuite, je vais te parler d'un petit programme préparé aux petits oignons par Margorito et moi. Et enfin, on va faire le traditionnel petit talk ensemble, la petite discussion pendant laquelle je vais te donner mon avis, mon ressenti sur un sujet à peu près, pour le coup, celui-là, il est assez d'actualité. Donc voilà, dans le monde livresque. C'est parti, ça fait quand même pas mal de choses, donc tu l'auras compris, ça sera un vlog en gros guillemets comme la dernière fois en fait, où au final c'était moi qui parlais pendant enfin, tout s'est passé dans une seule journée. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un petit peu comme ça. Bref, commençons très rapidement par l'update. Donc on a été en voyage familial pendant 2 semaines, c'était chouette. On est rentré dans mon pays d'origine pour présenter ma famille à ma fille, mais j'allais dire plutôt ma fille à ma grande famille, à sa grande famille. Du coup, son arrière-grand-mère, enfin ses arrière-grand-mères en vrai, ses oncles, ses tantes, ses cousins, cousines, etc. Donc c'était franchement chouette. Et comme tu peux t'imaginer, j'ai dû laisser mes petites plantes seules et Mazuri aussi, donc mon chat, désolé, je me balance, c'est sans faire exprès, mais c'est agréable sur ma chaise. Bref, j'ai dû laisser mon chat aussi seul, mais en fait, j'avais mon petit frère qui a été mandaté pour s'occuper de mon chat et de mes plantes en passant à la maison plusieurs fois par semaine. Donc le chat, il n'y a eu aucun souci, j'avais bien préparé, etc. Donc chaque fois qu'il venait, il passait un peu de temps avec elle, il la caressait, il la faisait sortir et tout. Enfin voilà, ça s'est assez bien passé. Par contre, mes plantes, mon petit frère n'a pas vraiment la main verte, apparemment. Je l'ai appris parce que, et je te mettrai des images, j'ai eu pas mal de dégâts. J'avais le cœur brisé quand je suis rentrée. Après, il faut savoir que le moment de notre voyage, ça a été pile, genre la deuxième semaine de notre voyage, ça a été pile la période de canicule qu'on a eue en France. Et en fait, même moi, je sais pas si... je pense que je me serais mieux occupée de mes plantes que lui, mais je veux dire, lui, en fait, il les a arrosées comme quelqu'un qui ne connaît pas. Tu sens qu'il a mis quoi, un verre, 2 verres d'eau dans les plantes, alors qu'il faut vraiment drench de soil, comme il dit, genre vraiment, il faut que l'eau coule en fait par les trous du bas du pot. Et moi, j'ai senti qu'elles ont eu chaud et elles ont eu soif. Donc j'ai eu des dégâts, je suis assez triste. D'ailleurs, pour les personnes qui m'ont demandé d'après ma Monstera Albo Variegata dont je vous ai parlé la dernière fois, malheureusement, je l'ai fait tomber moi-même. Lors d'une mise en place dans le salon, là, elle est tombée et elle a perdu sa toute dernière feuille qui était magnifique, qui venait de s'ouvrir en grand, qui était trop belle. Et j'ai cassé aussi du coup une autre feuille. En gros, c'est la même chute qui a fait ces 2 dégâts-là. Je suis trop deg. On a déjà un autre nœud, donc j'espère qu'elle continuera de grandir malgré ça, mais pour l'instant, il n'y a aucune autre feuille qui a commencé à sortir. Donc, priez pour moi. Voilà, ça c'était pour l'update plante. À part ça, bon, j'ai perdu quand même quelques plantes. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas supporté à la chaleur, quelques-unes qui n'ont pas supporté à leur rempotage, notamment à vous n'allez pas la voir, je pense. Est-ce que vous êtes trop... Attendez, je vais faire un essai en direct. Donc là, ce sont mes étagères de plantes. Ici, on a une Maranta qui était beaucoup plus touffue que ça et qui a souffert du voyage. On a aussi tout en haut, je crois qu'elle est là,
Une Pilea pareil qui va moyen. Comment elle s'appelle elle? C'est un philodendron Birkin je crois, va plutôt bien. Mon Alocasia Frydek va moyen parce qu'en fait il y a le gros livre Arcane d'ailleurs qui est là. J'aurais dû vous le présenter celui-là parce que c'est vraiment une pépite pour le coup. Il est trop beau. Nous à la maison on est des fans de Arcane, bref c'est chez Mana Books si ça vous intéresse et je pense qu'il y en a encore. Il est tombé sur ma plante et elle l'a pas trop aimé comme tu peux te l'imaginer. Bref, j'espère que je vous ai bien replacé. Bref, c'est pas très grave si c'est pas cadré exactement pareil. Donc voilà, c'est un peu ça pour mes plantes. Elles vont pas trop mal, mais il y a des dégâts quand même. Donc petit book haul, parce qu'on est quand même sur une chaîne de livres. Donc c'est tous des livres qui ont rejoint ma palle récemment, mais pour la plupart, ça fait des années que je les lorgne. Il y en a quelques-uns que j'ai eus puis qui ont quitté ma palle par erreur. En fait, ils ont été donnés, vendus par erreur. Mais au final, j'ai eu l'occasion, on m'a donné l'occasion de les réavoir, de les acheter et j'ai sauté sur cette occasion. Donc là, j'en ai 4 qui sont arrivés entre il y a 2 mois et maintenant. Non, entre il y a 1 mois et maintenant, je dirais. Donc, il y en a un qui est en cours, mais je vais t'en parler un petit peu après, je pense. C'est Blood on Her Tongue de... Désolée, j'ai touché le micro. Donc, Blood on Her Tongue de Johanna Van Veen. J'allais dire aux éditions, je ne sais pas à quelles éditions parce que c'est en anglais. C'est la VO. Regardez-moi cette couverture, je la trouve vraiment magnifique, très bizarre. Quand je la voyais en petite en fait sur internet, de loin en fait ça ressemble pas à grand chose, mais si je vois au montage que c'est bizarre, je vous la mettrai en grand ici, mais elle est vraiment très belle. Donc voilà, c'est de l'horreur, queer. Je vous en reparle quand je vais, enfin tout à l'heure quand je vais vous faire l'update, mais queer en gros guillemets. Donc voilà, on a ensuite donc Eau douce de Akweke Emezi qui est un peu autobiographique mais en même temps traite des thèmes de dissociation de l'identité, je crois. Enfin en tout cas on nous dit le monde dans ma tête, enfin ça c'est entre guillemets, le monde dans ma tête a toujours été bien plus réel que celui du dehors. C'est peut-être l'exacte définition de la folie quand on y pense. Ada n'a jamais été comme les autres. Dès sa naissance, tout se bouscule en elle. La petite fille semble habitée par des esprits rivaux, tantôt lumineux, tantôt violents. Alors qu'elle grandit, s'émancipe, découvre la sexualité, elle ne cesse de lutter pour garder le contrôle de sa vie. De son enfance au Nigeria jusqu'aux États-Unis où elle part étudier, Ada cherche sa place dans cette existence tourmentée. Comment se construire et aimer quand on ne sait pas qui l'on est. Voilà, je tiens à le préciser vraiment, en tout cas partiellement autobiographique. Je me rappelle que la première fois que j'ai vu ce livre, c'était au Salon du Livre Africain à Paris. Et j'en avais vraiment vite fait entendu parler avant. Et du coup, devant le vendeur, en parlant à une amie, je disais oui, je crois que c'est une fiction qui parle du fait d'être habité par plusieurs esprits. Et en fait, le vendeur m'a repris, il m'a dit ce n'est pas une fiction. Et moi, j'étais un peu choquée. Enfin, voilà. Mon esprit un peu fermé que j'ai, un peu cartésien, s'est dit comment ça, c'est pas une fiction si ça parle du fait d'être habité par plusieurs esprits. Elle m'a dit, bah, c'est pas une fiction, c'est l'histoire de l'autrice. Et en fait, avec le recul, je me sens bête de... C'est pas que j'y ai pas cru, mais j'ai été un peu étonnée que ça puisse être une fiction. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui définit une fiction? C'est pas moi, c'est pas le fait que moi je crois en la véracité ou pas de l'histoire. C'est le ressenti de l'autrice. Et du coup, de l'auteurice, pardon. Bref, on passe au livre d'après. J'ai Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. Donc ça, c'est chez les éditions Point. Donc la version poche. Ici, c'est un recueil de nouvelles. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir des avis dessus, je sais que Déborah de Daily Debbie, a mis à l'honneur ce livre lors de son dernier cycle book club du mois dernier, je crois. Donc je pense que tu peux retrouver son avis et même les avis des personnes qui ont lu en même temps qu'elle sur son compte. De ce livre-là. C'est un livre qui m'intéresse depuis des années et d'ailleurs la première personne dont j'ai entendu parler c'était Margorito, donc sur sa chaîne YouTube. Je crois qu'à l'époque je ne la suivais pas encore sur Instagram mais sur sa chaîne YouTube et ça fait de mémoire déjà quelques années. J'ai toujours su que ça me plairait d'une façon ou d'une autre mais tu sais c'est le genre de livre qui te donne envie
Mais quand tu as l'occasion d'acheter des livres, il y a toujours autre chose qui passe devant, tu vois. Peut-être parce que c'est un recueil de nouvelles. Mais en tout cas, je pense que ça va être ma came, tout simplement. Donc j'ai hâte de le lire. Et le dernier que je vais te présenter, c'est Lapin maudit de Bora Chung. Donc ça, c'est aux éditions Rivage, mais il a été édité dans une autre maison d'édition. C'est peut-être les éditions Point. Je ne suis pas sûre, avec une autre couverture qui était aussi belle, mais celle-là, je la trouve encore, mais vraiment, je suis assez fan. Donc dans Lapin maudit, on nous dit « Une lampe maléfique en forme de lapin cause la ruine d'une famille. Une femme est terrorisée par une créature née de ses propres déjections. Un renard saigne de l'or et maudit le marchand qui le retient prisonnier. Un fantôme se hâte sur une grande place de Pologne. » Mêlant contes cruels et horreur corporelle, ce recueil de nouvelles développe un imaginaire sans limite et offre une analyse fascinante des maux de nos sociétés. Sélectionné pour le National Book Award, bref. En tout cas, il est assez connu. En anglais, c'est Cursed Bunny. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et voilà, j'ai très hâte de le lire. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et comme tu peux le voir, je pense que je l'ai dit à la dernière vidéo, pas à mon bilan mi-annuel. Je pense que c'était au dernier vlog de mémoire où je disais que je commence à prendre goût aux poches. Et comme vous pouvez voir, je me suis lancée. J'en achète de plus en plus. Et franchement, si j'accroche aux poches, si je vois que je prends autant de plaisir à lire des poches que des grands formats, oh, là on est foutu. Là on est foutu. Parce qu'il y a tellement de livres que je m'empêche d'acheter parce qu'ils ont un coût. Rares de nos jours sont les livres grand format, en tout cas adultes, qui sont à moins de 23 €, tu vois. C'est quand même un budget. Je sais que je suis très dépensière, mais en fait, voilà. Bref, si j'arrive à lire des poches, ça sera parfait pour moi. Donc, on continue. Je voulais te faire un retour sur le suivi de mon sommeil. Si on remonte un peu le temps, il y a eu une vidéo, je vais essayer de la mettre en lien quelque part ou mettre la couverture si tu veux la regarder, pendant laquelle je vous parlais d'une problématique que j'ai en soi depuis des années, ça doit faire 5-6 ans je crois, mais qui s'est quand même accentuée ces dernières années, que j'ai décidé de régler cette année en investissant de façon économique, parce qu'il faut savoir que voilà, on a beau vouloir prendre soin de sa santé, parfois dans la société dans laquelle on vit, qui est capitaliste, parfois on n'a pas les moyens de le faire. Et jusque-là, c'était compliqué pour moi de voir des spécialistes. J'ai des problèmes de sommeil depuis des années, je suis quelque part insomniaque, mais vraiment contre mon gré. C'est pas que je suis une couche tard, c'est juste que je n'arrive pas à dormir, ou je me réveille à 3 h du matin et j'arrive plus à me rendormir. Donc j'avais ce problème depuis des années, ça me fatiguait. Je suis quelqu'un qui est toujours fatigué. Ceux qui me connaissent personnellement savent que je bâille beaucoup. Je suis quelqu'un, on peut être ensemble et pendant 1 heure et je vais bâiller 15 fois facile. Je bâille vraiment beaucoup et je bâille de fatigue. Donc en fait, j'ai l'impression de vivre ma vie fatiguée, et récemment, j'ai eu des grosses frustrations déjà suite à la grossesse parce que t'es malade tout le temps. Donc en fait, l'état de santé vraiment joue de base, enfin ton état de santé avec lequel tu commences la grossesse va vraiment jouer sur comment tu vas vivre ta grossesse. Sachez-le, les personnes qui ont une bonne santé de base, je pense que si elles ont de la chance, qu'elles n'ont pas de circonstances particulières, elles vivent les grossesses bien. Bref, on ferme cette parenthèse. Je disais que du coup, aujourd'hui, j'ai cette possibilité économiquement de prendre soin de moi et de voir des spécialistes du sommeil. Donc j'ai décidé de le faire cette année en allant voir une clinique du sommeil dans le Nord. Et je vous disais du coup dans ce vlog que on m'avait prescrit une thérapie cognitive du sommeil. Donc qui est faite, au début c'était un pneumologue, maintenant c'est un psy. Donc c'est une thérapie qui est faite par un psychologue, qui va se concentrer sur les problématiques de sommeil, sur les croyances du sommeil, etc. Alors moi, j'ai fait déjà 4 séances avec le psy et pour l'instant, ça se passe bien. Mon retour est assez positif. Au début, j'étais très étonnée parce que tu sais, quand tu vas chez le psy, tu t'attends à parler de tes problèmes, parler de ta psyché, de ce que tu penses, de tes croyances et tout. Et au tout début, c'était beaucoup plus concret que ça. Beaucoup moins nébuleux, c'est-à-dire qu'il m'a demandé à quelle heure je vais au lit en général, qu'est-ce que j'ai dans la tête quand je vais au lit, qu'est-ce que j'ai fait avant, quelles sont mes habitudes autour du sommeil, à quelle heure je me réveille, qu'est-ce qui peut me faire me réveiller au milieu de la nuit, est-ce que c'est des cauchemars ou juste mon corps se réveille de lui-même.
C'était très concret et il était parti sur une restriction de sommeil. Alors, je tiens à dire, et je vais être très straightforward et je veux appuyer ce point sur le fait que moi, je ne suis pas médecin. Que ce que je vous dis, c'est ce que mon psy m'a dit, c'est mon suivi, etc. Mais surtout, c'est à travers mes lunettes. C'est-à-dire que mon psy, il m'a peut-être dit 100 choses et moi, je vais vous retranscrire 20 choses. Ça va être les 20 choses qui m'ont marqué. Ne prenez pas ce que je vais vous dire pour dire « ouais, moi, pour régler mon sommeil, il faut que je fasse ça ». Ce serait complètement con de votre part. Prenez ça en mode « ouais, ce serait intéressant d'aller voir un spécialiste en fait ». Parce que le spécialiste, il s'est vraiment calé sur moi, mon profil. Vraiment moi, Laurie, mon profil. Bref, donc je ferme la parenthèse et je reviens. Et au début, du coup, je disais, avec tout ce que je lui ai dit, tout ce dont on a discuté, on est parti sur une restriction de sommeil. C'est-à-dire que moi, j'avais tendance à me dire, ok, j'arrive pas à dormir, je suis tout le temps fatiguée. Je vais me réserver une longue plage de sommeil le soir et profiter de chaque fois que mon corps me laisse dormir, tu vois. C'est-à-dire que je suis quelqu'un à 21h30, si tu me laisses, je suis au lit. Je vais jamais m'endormir à 21h30. Mais comme je sais que j'ai du mal à m'endormir, je vais monter au lit tôt, 21h30, 22h, presque en même temps que ma fille, en réalité. Et je me lève à 7h du matin, parfois 6h30, ça dépend des jours. Donc c'était ça que je faisais, etc. Et lui, il a calculé, il a dit, bah en fait, 9h, 9h30 de sommeil, c'est trop. C'est trop pour vous. C'est-à-dire que le comportement que votre corps, il a, c'est le comportement d'un corps qui n'a pas besoin de plus de 5-6 heures de sommeil, allez, 7 heures de sommeil. Donc nous, on est parti plutôt sur une restriction de sommeil, c'est-à-dire qu'il m'a poussé à me coucher que quand je sens que mon corps il est KO. Pour qu'en fait, quand je me couche, bah, du coup, je sois obligée de dormir, même si il y a eu des fois où ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, ça ne marche pas tout le temps parce que moi, il y a un côté aussi psychologique et anxieux à mon manque de sommeil, enfin à mon insomnie. À mon insomniaquerie, ça n'existe pas. Je sais que ça n'existe pas. Donc on est parti sur ça au début. Donc pendant un mois, c'était vraiment... je m'empêchais d'aller me coucher. Hein. C'est-à-dire, il me dit, allez à minuit pour vous coucher. Je n'y suis pas arrivée. En général, j'y allais à 23h, 23h30 parce qu'à un moment, mon corps, quand il est habitué à être, en tout cas dans la position allongée assez tôt, même s'il ne dort pas, hein, il est habitué, ça a été dur de me restreindre comme ça. Donc au final, c'était souvent 23h, 23h30. Mais c'est vrai que dès que je me couchais, mon gars, je partais. Et sauf quand ma fille me réveillait. Et pendant ce mois-là, mon conjoint était celui qui restait tout le temps à côté de la petite. Donc quand elle se réveillait, c'est lui qui la gérait. Même si elle me réveillait aussi, hein, mais je ne me levais pas, etc. Donc pendant un mois, en fait, je me suis forcée à partir tôt, à aller me coucher tôt. Et j'avais quand même quelques réveils, mais c'était drastiquement différent d'avant. D'ailleurs, si vous entendez la petite crier, elle est en train de jouer avec son papa en haut. Elle n'est pas en train de crier à la mort. Hein. Cette petite-là, c'est une actrice. Anyway, donc je disais, ça a été très différent. C'est-à-dire, je ne savais pas que m'enlever du temps de sommeil pouvait me faire autant de bien. Parce qu'au final, je me retrouvais à, au lieu de dormir 3 heures par nuit, je dormais genre 6 heures par nuit. Et c'est le double en fait, c'est le double. Donc en fait, je passais des journées où j'étais de meilleure humeur parce que je devais monitorer aussi mon humeur pendant la journée, comment je me sentais, etc. Donc il y a ça. Et puis à côté, je ne vais pas vous parler du reste parce que c'est une partie beaucoup plus personnelle et beaucoup plus inhérente à ma vie, à mes expériences et à d'où vient mon anxiété, tout simplement. Donc le reste du travail psy est beaucoup plus classique que la première partie dont je t'ai parlé. Donc voilà, c'est le petit retour que je voulais te faire. Pour moi, c'est très positif. Ça a un coût. Je paye, je crois que je vous ai dit la dernière fois que je ne savais pas si la mutuelle allait rembourser. La mutuelle ne m'a rien remboursé. Je n'ai pas une mutuelle de fou non plus. Elle n'est pas extraordinaire dans mon taf actuel. Mais j'ai quand même une bonne mutuelle, tu vois. Je peux aller chez le dentiste, chez les spécialistes, en général, c'est remboursé. Mais c'est vrai que ce qui est considéré comme étant la médecine douce, et je pense que la psychologie rentre dedans, elle n'est pas remboursée. Et la Sécu ne rembourse rien. Donc, 50 € par séance. Voilà, sachez-le. En tout cas, là-bas, chez lui, dans le nord, c'est 50 € par séance. Si vous vivez en région parisienne, ça ne m'étonnerait pas que ce soit encore plus cher, malheureusement pour vous. Voilà, c'était mon retour là-dessus. La seule chose que je voudrais que vous tiriez de ce petit laïus, c'est vraiment prenez soin de votre santé. C'est tellement important. Fermons ce chapitre et allons sur quelque chose d'un peu plus positif. Je vais vous faire un retour de lecture, une lecture qui m'a accompagnée pendant mes vacances au Bled. C'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklejevic, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je ne me rappelle plus du nom de
de la personne qui a écrit, en tout cas c'est du thé pour les fantômes. C'est une auteuriste, je crois que c'est une femme, mais comme je ne suis pas sûre, je vais dire auteuriste francophone. Le livre est set-up dans la zone de Nice, dans la région niçoise, on va dire, au niveau du Mont Bégaud. On va suivre deux sœurs qui, à leur naissance, étaient déjà très spéciales. Il y en a une, Félicité, qui voit et peut converser avec les fantômes et peut les aider à faire passer dans l'autre monde s'ils le souhaitent, grâce à du thé qu'elle leur fait faire. Elle a plein de thé qu'elle peut faire. Et on a sa sœur jumelle qui s'appelle Agonie, ou Egonia, qui, elle, est un peu condamnée à ne pas parler toute sa vie parce que dès qu'elle dit un mot, pour chaque mot qu'elle prononce, il y a une sorte de papillon noir qui détruit tout ce qu'il touche, qui sort de sa bouche. Donc voilà un peu, et en fait au début du livre, on va les suivre dès leur naissance. On va suivre à peu près leur vie, et l'événement qui va lancer vraiment le plot, c'est le décès, si tu veux, de leur mère qui va les réunir toutes les deux. Voilà, il faut savoir que c'est un livre qui est écrit comme si on avait un peu un griot qui nous le racontait. Bon, je dis griot parce que chez nous, c'est comme ça qu'on appelle ce type de personne, mais c'est un peu un conteur, un barde, c'est quelqu'un qui va se présenter à toi. Donc, il parle au lecteur comme si le lecteur faisait partie de son monde, comme si nous étions une personne qui venions de pousser la porte d'un salon de thé, qu'on s'installait à une table à côté de lui et qui commence à qui reconnaît le fait qu'on est étranger et qui commence à nous conter en fait le lore de la zone dans laquelle on est à travers la vie de ces deux sœurs. Voilà un petit peu. Écoutez, j'ai bien aimé, même si je m'attendais à aimer plus. Déjà, les points positifs sont que, premièrement, c'est très bien écrit. C'est vraiment très bien écrit. Le ton de l'histoire va vraiment très bien avec le fait d'avoir un narrateur comme ça, là, comme je viens de te le dire. Le fait qu'il déroge un peu à la règle du 4e mur, 7e mur. Franchement, je ne sais plus c'est lequelième, mais le fait de parler au lecteur. Finalement, ça va très bien. On a des bonds dans le temps, dans le passé, dans le futur, dans le présent. Enfin voilà, dans le futur, j'abuse. Dans le futur par rapport au moment de la vie des sœurs qu'on suit, si tu veux. Donc voilà, l'un des gros points positifs, c'est clairement la plume. Le deuxième point positif, c'est le setting. L'autrice ou l'auteur, je sais pas, a vraiment très bien dépeint tout autour de l'environnement, de là où l'histoire se passe. C'est-à-dire que je sais pas si c'est une personne qui est niçoise ou qui est de la région, mais punaise, qu'est-ce que c'est bien décrit. Et je parle même pas que dans le positif, on ne nous en dit pas que du bien. Mais c'est tellement bien fait que je me sentais là-bas en fait. C'était agréable de pouvoir découvrir une région de France que je ne connais pas du tout à travers les yeux d'un auteur, en espérant qu'il ait dit à peu près des choses vraies. Bien sûr, que ce ne soit pas que du fantastique ou du lore, quoi. C'était franchement très agréable. La météo était bien retransmise. Il y avait... non, franchement, si c'est deux choses pour lesquelles vous avez des appétences, c'est-à-dire une belle plume et un setting bien fait, lancez-vous dans ce livre. Maintenant, les points qui font que je ne lui ai pas donné non plus une très haute note, c'est que au milieu, en fait, pour moi, il y a eu un gros moment creux. À un moment, j'ai trouvé ça un peu long. C'est-à-dire qu'on va suivre les sœurs, si tu veux, dans leur quête pour savoir ce qui s'est passé au niveau du décès de leur mère. Et on va utiliser cette quête, en fait, pour en apprendre plus sur la vie aussi des mères, d'où vient un peu les pouvoirs ou les particularités des sœurs. Et j'ai trouvé ça long. Je me suis ennuyée quand même pas mal de temps, sachant que j'avais aussi l'audiobook. Donc en général, ça passe plus vite. Mais là, en fait, les 30 premiers pourcents, c'était du 5 étoiles pour moi. J'ai adoré. Ensuite, entre 30 et 80%, donc 50% du livre, c'était bien sans plus. Il y a eu des moments c'était plus long, il y a eu des moments c'était plus intéressant. Enfin voilà, c'était un peu long pour moi, malheureusement. Maintenant, à la fin, c'est allé un peu plus vite et c'est redevenu intéressant. Et le côté long pour moi venait du fait que je ne trouvais pas le plot très intéressant. C'est-à-dire que je ne sais pas si on peut appeler ça du fantastique. Si c'est du fantastique, ce serait du fantastique. Ou plutôt, je sais pas, c'est pas de la mythologie du tout, mais en tout cas, le plot était très
cozy fantasy-like. C'est-à-dire, on a un vrai plot, mais l'autrice n'a pas réussi à me mettre dedans pour que je sois agrippée aux enjeux. Les enjeux ne m'ont pas touchée, ce qui fait que voilà, il y a eu des moments où je me suis ennuyée. Bébé pleure. Pourquoi elle pleure? Je me demande s'il essaie pas de la faire dormir parce qu'il est 21h, c'est son heure. Mais en même temps, il a fait une sieste avant. Bref, la vie de jeune maman, ça peut être compliqué de temps en temps. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux te dire sur du thé pour les fantômes. Je comprends pourquoi il a eu autant de succès parce que j'en ai beaucoup entendu parler et je comprends. C'est vraiment une pépite, mais malheureusement c'est une pépite pour laquelle le plot n'a pas su complètement me toucher, même si je vois exactement pourquoi est-ce que c'est autant aimé. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande. Regardez peut-être plusieurs avis de lecture d'autres lecteurs. Et voilà, si après ces avis c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que voilà, vous pouvez vous lancer dedans parce que pour le coup c'est assez bien. Mais c'est vrai que si vous êtes par exemple un lecteur ou une lectrice de fantasy ou de fantastique mais qui est fast-paced comme on dit, qui va vite, où il y a pas mal de choses qui se passent, bah à ce moment-là, je ne suis pas sûre que cette lecture soit faite pour toi, enfin pour vous. Voilà. De quoi est-ce que je voulais te parler encore? Ah oui, je voulais encore une fois, je vous en avais parlé un tout petit peu il y a un moment, de la fermeture des maisons d'édition. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on a eu encore plusieurs annonces de maisons d'édition qui ferment. Et c'est toujours des petites maisons d'édition indépendantes, hein. C'est jamais des géants qui se disent oh, bon, finalement, on ne se fait plus assez d'argent, on va fermer. Non, 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 c'est toujours des petites maisons d'édition indépendantes qui, en plus, font partie de celles qui essayaient de donner leur chance à des auteurs qu'on ne retrouve pas partout, à des récits qu'on ne retrouve pas partout. Donc cette fois-ci, les deux dernières qui ont annoncé leur fermeture, c'est tout d'abord Magic Mirror, qui était une maison d'édition associative en plus. C'est la maison d'édition, vous savez, qui a édité... J'ai un blanc sur le nom de... Ah, j'ai oublié, je vais mettre. C'est le livre d'une amie, Louise No. Enfin, je dis amie aujourd'hui, mais quand j'ai lu son livre, c'était juste une autrice avec qui je m'entendais bien, mais dans le sens où je la suivais et j'aimais bien son contenu, quoi. Mais on n'était pas du tout, voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup discuté, je la considère comme une amie. Bref, parenthèse fermée. Mais voilà, c'est la maison d'édition qui a édité ce livre. C'est une maison d'édition qui se concentrait sur les réécritures de contes. Et ça, bien avant que ce soit la hype, j'ai l'impression, hein, parce que j'ai l'impression que ça fait quand même des années qu'ils font ça. Et c'était même avant la hype des réécritures, parce que depuis 5 ans, on en a à toutes les sauces. Donc déjà ça m'avait assez attristé. Mais en plus de ça, la semaine dernière, je crois, une autre maison d'édition a annoncé sa fermeture. Et c'est une maison d'édition dont je vous ai parlé un petit peu de fond en comble, on va dire, dans une vidéo qui leur a été, pas adressée, mais consacrée plutôt. C'est les éditions du Chat Noir. C'est une maison d'édition qui date depuis 2014-2013. Donc elle a 10 ou 11 ans. C'est pas des petits. Enfin, j'insulte pas les autres, mais je veux dire, elle était quand même établie. C'est une maison d'édition qui est dans le monde de la SFFF, qui éditait des romans pour tous âges presque, mais plus type fantastique, gothique. Il y avait de l'urban fantasy aussi. Enfin voilà, un peu de romance par-ci par-là. Mais bref, tout ça pour te dire que c'était une maison d'édition qui est établie. Bon, je dis c'était parce qu'ils ont annoncé leur fermeture, mais ils officient jusqu'à fin d'année. Et ils vont continuer de publier tout ce qui était prévu jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire les suites de saga, les projets Ulule, etc. Ça va continuer, mais ils ferment en 2026. Ça m'a franchement pas mis la larme à l'œil, parce que je vais pas pleurer pour ça, qu'on se dise la vérité. Mais ça m'a fait quelque chose, quoi. Parce que je ne sais pas si c'était avant comme ça, parce que, encore une fois, je suis dans ce monde de la lecture depuis pas si longtemps que ça, mais en plus en tant que créatrice qui s'intéresse aux maisons d'édition, depuis, je dirais en vrai, 2020. 5 ans, on va dire, grand max, sinon même 4 ans. Parce qu'avant, je créais, mais je m'en foutais de quelle maison d'édition éditait un peu ce que je lisais. Mais depuis quelque temps, je regarde un peu, je les suis un peu. Et j'ai l'impression que ouais, tout s'est accéléré quand même ces 3 dernières années. De mémoire, désolée si je regarde vers le bas, en général, quand je parle en réfléchissant, je regarde soit en haut, soit en bas. C'est pas que je veux pas vous regarder. Et aussi, j'ai mon retour écran sur mon téléphone pour être sûre, parce que
l'écran de la caméra est trop petit, donc je ne vois pas grand-chose. Bref, je disais quoi? Je digresse trop, hein. J'ai du mal aujourd'hui. De mémoire, donc il y a Magic Mirror, édition du Chat Noir. Avant eux, il y a eu les éditions Actu SF qui ont failli fermer, mais je les cite quand même parce que ils ont déposé le bilan en fait, et c'est parce qu'ils ont été rachetés que ça existe toujours. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai postulé pour avoir leur service presse, parce que je me suis dit, mais j'ai envie de participer à leur rayonnement, parce c'est les seuls, je crois que c'est les seuls à avoir édité un Nnedi Okorafor. C'est ma queen, voilà. En tout cas, si ce n'est pas les seuls, ils ont édité plusieurs de ses livres. Bref, eux, ils ont failli fermer, même s'ils ont été rachetés. J'ai jamais testé, enfin je crois, mais Noir d'Absinthe, à l'époque, qui a fermé aussi, il y a 1 ou 2 ans, de mémoire. Pareil, une maison d'édition dans la SFFF. Les moutons électriques, la dernière fois que je t'en ai parlé, c'était pour les moutons électriques. Les moutons électriques qui font partie des indépendants de l'imaginaire et qui ont fermé aussi. Donc, ça fait quand même beaucoup, tu vois. Ça fait beaucoup et je ne peux pas... Comment je vais dire ça? Je ne peux pas m'empêcher de ressentir un pincement au cœur, en fait, à chaque fois que j'apprends ça. La liste, elle s'allonge. Et moi, mon inquiétude, en fait, n'arrête pas de grandir. Parce que le truc, c'est que c'est pas seulement des structures qui tombent, en fait. C'est pas une considération capitaliste qui fait que ça me fait du mal. C'est surtout un écosystème, en fait, qui s'appauvrit. Un écosystème dans lequel, déjà, les plus grandes maisons d'édition n'arrêtent pas, de racheter les plus petites. Tu vois, je dis les plus petites. La dernière fois, c'était quoi? Brajlon, qui a été racheté par Hachette, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le groupe de Bolloré. Maintenant, et c'est rageant en fait, c'est révélateur d'un marché du livre qui se tend, qui se durcit, qui devient presque, je pense, invivable pour les acteurs. Nous, on est à l'extérieur, on se plaint, on se dit oh, les livres coûtent cher, ouais, mais je pense que c'est pas simple non plus pour ceux qui récupèrent les sous. Je pense que c'est compliqué. En plus, les grandes maisons d'édition, elles n'arrêtent pas de publier à un rythme effréné. Et quand tu vas aller en librairie, malheureusement, c'est eux qui dominent les étals, en fait. C'est comme un champ de bataille, en fait, quand tu vas. C'est assez symbolique. Il y a un déluge de sorties. Et quand tu vas... Enfin, ils ont une puissance de feu commercial, en fait, que les petites maisons d'édition n'ont pas. Et du coup, quand tu vas en librairie, tu vas retrouver quasiment que. Malheureusement. Parce que ça coûterait trop cher pour les autres. De prendre plus de place, de sortir plus de livres, etc. Et puis je pense que c'est pas du tout la solution de sortir plus de livres pour envahir les étals. Bien au contraire, ça fait partie du problème. En plus de ça, dernièrement, je crois que c'est La Poste qui a supprimé un tarif spécial qu'ils avaient pour les livres. Ils l'ont supprimé. Mais du coup, les petites maisons d'édition, elles peuvent plus se permettre de prendre en charge, si tu veux, le coût de la livraison. Et du coup, pour les gens qui veulent commander, c'est plus cher. Enfin bref, ça m'énerve. Voilà, c'est quelque chose qui me tend les nerfs. Et à ce sujet, je vais finir ma vidéo sur une recommandation qui est... je dis ça, mais je ne connais même pas le titre. En fait, l'un des créateurs, ou des fondateurs plutôt, ce serait plutôt ça le mot, de la maison d'édition Actu SF, donc qui s'appelle Jérôme Vincent, je crois. Je vais taper son nom pour être sûr. Je crois qu'il s'appelle Jérôme Vincent. Oui. Alors, en fait, l'un des fondateurs de Actu SF a fait un podcast. Au podcast, c'est plus que de la SF. Donc, c'est un podcast qui est sorti en septembre 2023. Ça date, mais je vous le recommande parce qu'il nous permet vraiment, mais vraiment, d'en savoir plus sur les coulisses de l'édition. Non seulement économiquement, monétairement, en gros, comment se répartissent les choses, mais surtout, qu'est-ce qui impacte vraiment la vente de livres en France et à quel point on lit en France. Je te donne un exemple. Je ne savais pas que un best-seller en France, c'était... un best-seller. En tout cas, les maisons d'édition, les petites, les moyennes, elles commencent à se réjouir à partir de 1500, 2000, 2500 ventes de livres. Dans ma tête, ça a l'air ridicule. Dans ma tête, mon petit cerveau, là, 2500 ventes de livres, pour moi, c'est n'importe quel livre, en fait. C'est n'importe quel livre. Sauf que en fait, non. La plupart des livres se vendent à quelques centaines d'exemplaires. C'est ahurissant. Et pour moi, c'est parce qu'on en a trop sur le marché.
et que ceux qui seront le plus vendus seront ceux qui seront le plus vus. Et c'est pas les petites maisons d'édition qui peuvent se le permettre. Par exemple, il donnait un exemple, c'était le dernier Goncourt qui a été vendu à quoi? 80 000 éditions, 80 000 pardon, exemplaires. C'est beaucoup, mais c'est le Goncourt. C'est le prix Goncourt. C'est-à-dire le Goncourt, quand il les lit, là, on n'entend que ça. Quand ils ont sorti, chaque année, quand ils vont élire leur prix Goncourt, frérot, tu vas le retrouver partout. Tu peux plus respirer. Mais c'est que 80 000 exemplaires. Un autre exemple, j'ai appris que Sing Me to Sleep, je te mets la couverture ici, qui est un livre d'une autrice noire, je crois qu'elle est américaine, enfin, en tout cas elle est anglophone, pardon. Ça a été traduit dans une maison d'édition de l'imaginaire française, je sais plus, peut-être, je sais plus, Rajo ou un truc comme ça. 400 exemplaires. J'ai vu passer l'info comme ça, j'espère qu'elle est vraie et que je ne dis pas de conneries. 400 exemplaires seulement. Côté anglophone, façon dont les gens ont aimé ce livre, et je l'ai vu passer. C'est-à-dire quand il est sorti, ils l'ont envoyé aux influenceurs, elles nous le présentaient en unboxing, leur méga unboxing à 50 livres. J'avoue, ça ne sert pas à grand-chose pour ça, parce qu'à la fin de l'unboxing, tu te rappelles plus trop des livres qu'elle a présentés, tellement il y en a. Mais, je veux dire, c'est quand même un livre qu'on a vu passer, quoi. 400 exemplaires. Et ils ont décidé du coup de ne pas éditer la suite, traduire du coup la suite. Bref, voilà, ça me décourage un peu. Bref, le podcast que je te recommande s'intitule Au revoir Actu SF. Jérôme Vincent, numéro 175 du coup de l'émission, donc que tu peux retrouver sur Spotify, c'est plus que de la SF. Et en fait, quand ça a été enregistré, c'est juste après que ActuSF nous ait annoncé leur fermeture. Donc, ils n'avaient pas été, en tout cas officiellement, rachetés à cette époque-là. Et le fondateur va revenir vraiment sur les coulisses de l'édition, comment ils en sont arrivés là, d'où viennent les difficultés, comment ils ont créé leur structure, comment l'univers et l'écosystème éditorial francophone fonctionne. Et du coup, comme je te disais, il nous a donné des chiffres et c'était franchement intéressant. Donc voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, n'hésite pas à l'écouter. Moi, je l'ai écouté en x1,5. Il fait 53 minutes de base pendant un long trajet. Franchement, ça passe bien. Et je trouve qu'en tant que lecteur, c'est bien de savoir ce qui se passe derrière et de savoir aussi que nos achats, qu'on le veuille ou non, ils ont une signification. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire faut arrêter d'acheter chez Hachette, etc. C'est compliqué. Ils éditent tellement de choses qui sont aussi importantes politiquement pour notre côté du bord politique, tu vois, que les éviter, c'est quand même très chaud, tu vois. Enfin, j'ai dit Hachette là, mais il y en a plein d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est parfois de temps en temps, il faut consciemment mettre, je pense, de l'argent que tu aurais mis dans des livres dans tous les cas, consciemment le mettre dans une maison d'édition qui essaie de sortir la tête de l'eau, quoi. Peut-être que toi, tes 20 euros vont faire la différence si vous êtes 10, 20, 30 à décider de faire cette différence-là. Donc voilà, moi à chaque fois qu'il y a des maisons d'édition comme ça qui ferment et que c'est des maisons d'édition que j'admirais pour leur publication, je me sens un peu coupable. J'ai un petit peu de culpabilité, pas parce que c'est de ma faute directement, mais parce que souvent c'est des maisons d'édition, il y a plein de livres de leurs livres qui me faisaient envie, mais à part sur les réseaux, je ne les voyais pas parce qu'elles n'étaient pas présentes en librairie et moi j'achète en général en librairie. Et du coup, je m'en voulais, je me disais, putain, il y a tellement de leurs livres que j'ai pas acheté alors que ça me donnait trop envie. Au lieu de ça, je suis allée acheter des livres que je voyais en librairie qui sont assez random. Ok, c'est peut-être des bons livres, mais c'est des livres en fait, qui avaient la visibilité qu'eux, ils n'avaient pas, tout simplement. Donc voilà, de nos jours, j'essaie d'acheter plus consciemment et c'était le cas pour ActuSF d'ailleurs. Avant qu'ils n'annoncent leur fermeture, j'avais lu peut-être que 5 de leurs livres, donc c'est pas fou. Et encore, c'est déjà ça. Bref, je vais te laisser sur ces belles paroles. J'aurais vraiment beaucoup blablaté. La Laurie du montage me déteste, mais j'espère que tu auras apprécié ce petit moment passé ensemble, ce petit blabla. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!